La première fois où on s'est rencontrés, c'était par l'intermédiaire d'un ami commun qui m'avait appelé en me disant « Tiens, il faudrait que tu rencontres cet ami qui a un spectacle qui moi, me plaît bien. » Donc il m'avait invité et cette fois-là, c'était dans un tout petit... c'était même pas un théâtre, c'était un local où ils avaient installé une quinzaine de sièges et en fait ils donnaient cette représentation plus pour des amis ou des amis d'amis. Donc je suis arrivé là et j'étais un petit peu surpris de l'endroit. Et puis j'ai vu débarquer quelqu'un donc je ne connaissais pas et qui, dans un endroit qui était fait ni pour le spectacle, dans des conditions absolument atroces, est arrivé très très vite à déclencher des rires, des sourires, de l'émotion. Et là, je me suis dit, tiens, ce type a quand même quelque chose, parce que pour faire ça dans les conditions où il le fait, c'est quand même pas banal. J'ai composté ce texte en prose pendant une pause où j'étais morose. Because, ou combien de marins, combien de capitaines ont vomi sur le quai, malade, en arrivant au port. Et ce soir, grâce à vous, qui êtes un peu mon port d'attache, je me sens marrant et marin à la fois. Et à l'heure de nous quitter, j'ai le mal de terre solitaire. Comme quand j'étais petit et que j'avais le cafard les soirs de marée noire, où je m'endormais en rêvant, que je descendais le Nil en pédalo avec Anthony Quinn pour tourner un remake de Ben Hur, qui retrouvait son fils, Bénard, retenu en otage dans une oasis transformée en distillerie clandestine de pastis frelatés. Personne dans ma famille ne pouvait imaginer un seul instant que c'était un métier. J'ai pas été au théâtre quand j'étais gamin. Les premières fois où je suis allé au théâtre, c'était à Paris quand je suis arrivé ici pendant mes cours. Donc c'était vraiment une profession très abstraite. Peut-être la seule chose de logique, c'est que j'aurais probablement pas pu faire autre chose. Donc il y a une espèce d'entonnoir qui m'a ramené dans cette profession, j'ai toujours été interpellé par le fait de jouer, mais en fait j'ai pas l'impression de faire vraiment un métier. Bon, c'est un métier qui a ses règles, qui a ses rites, qui a ses impératifs, mais je veux dire, le matin quand je me lève, je sais que je vais jouer, je dis pas que je vais travailler, et c'est toujours que du plaisir. Donc peut-être une quête de plaisir, oui voilà, la bonne réponse c'est peut-être ça. À l'école maternelle, j'ai joué dans Pif Paf le Pantin, mon premier succès. Ensuite, j'étais toujours premier en récitation, alors qu'ailleurs j'étais bien moyen et bien médiocre. Et puis la pension, l'internat, où pour ces raisons-là, j'ai été repéré par les profs de français. Donc ils me castaient dans les spectacles qu'ils montaient pour la fin de l'année. Donc j'ai joué plein d'auteurs. Arrivé en première, la rencontre avec une jeune fille qui était dans ma classe, qui était la nièce de Jacques Échantillon, qui était à l'époque qui était déjà un metteur en scène connu. Et on est parti en stop pendant les vacances de Pâques le rencontrer. Il nous a auditionnés et il nous a effectivement trouvé quelques qualités qui pouvaient peut-être nous encourager à regarder du côté de cette profession. Nous sommes revenus après le bac, et que j'ai pas eu. Et puis là, on a auditionné chez Périmoni, qui nous a pris, et j'ai été l'élève de Michel Favory et de Yves Gasque, qui sont maintenant au Français. Voilà, et puis après le café-théâtre, l'agence Marceline Lenoir qui me repère au café-théâtre et qui me cautionne auprès des réalisateurs de télévision de l'époque. Et puis après, ça s'est enchaîné gentiment, normalement, jusqu'à aujourd'hui. Ce spectacle, c'est vraiment un spectacle de comédien. C'est-à-dire que c'est... Bien sûr, c'est un one-man show, il est tout seul sur scène, mais il travaille sur un registre qui est vraiment l'interprétation de personnages qui sont tous très différents les uns des autres. Merci. Nous allons remettre maintenant le chagrin d'or du meilleur acteur, qui revient cette année au comédien Quentin Calvaire. Pour le film Mortel de Jean-François Le Martyr. Si demain, je suis encore vivant, je me suicide.
Qui fait actuellement un. Quand le sketch démarre avec un très bel éclairage que m'a fait Elias Satig, j'essaie de me mettre à la place du public et j'ose espérer qu'il est surpris quand il dit, mettons, c'est quoi ce personnage avec son nez de clown, qui commence à parler de la pétanque. Fanny, ma femme, Fanny, elle m'a quitté. D'après elle, il paraît que je ne pense qu'à ça. Il paraît que je passe plus de temps à tirer sur les terrains de boules qu'à pointer à la maison. Oui, oui. Alors Fanny, ma femme, est partie. Mon sketch sur la pétanque, il sert de vecteur à un personnage qui est cocu. Il parle des cocus aussi. Bon. Et en ce qui me concerne, il me semble qu'à un moment ou à un autre, on est tous ou toutes le cocu de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'une profession. Bon. Donc le cocu est un personnage important de l'histoire des hommes. Il me fallait en parler. Disons que Fanny, là, c'est le cochonnet, hein? C'est Fanny, gatounette, là. Et la grosse boule, à côté, c'est moi. Alors, j'étais bien calé contre elle, tranquille depuis des années. Le point parfait. Jusqu'au moment où un pétanqueur de mes deux déboule et se rapproche du cochonnet, enfin, je veux dire de ma femme, avec l'intention de me piquer le poing. Donc, il a des thèmes qui sont vraiment des thèmes qui sont éternels, parce que c'est des thèmes qui touchent l'homme au plus profond. Enfin, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, l'homme ou la femme, au plus profond de ce qu'ils sont. Donc, c'est pas, il ne surfe pas sur quelque chose qui est à la mode à un moment donné. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il touche à ce qui fait vraiment l'être humain. Qu'est-ce que je propose? Des fictions, des petites fictions qui ont du sens, avec des personnages qui sont bien vivants, qui appartiennent au quotidien, à notre société. Donc chacune et chacun peuvent, je pense, au hasard de mes textes, se retrouver à certains moments, dans certaines phrases, dans certaines situations. Les facteurs de la région, ils font leur tournée avec un gilet pare-balles, des moufles et un vélo blindé. Tu te vois toute l'année habillé en kaki comme Rambo pour livrer rapido des colis piégés en recommando. Et c'est ça, le métier de facteur. En plus, dans la région, tiens, regarde un peu autour de toi, ça monte tellement que même le Tour de France, il n'a jamais voulu y passer. Il paraîtrait même que tous les facteurs de la région, ils sont dopés jusqu'au trognon. Ouais. Pour éviter les douleurs interpostales. Oui, le personnage qui, je crois, m'a le plus touché, parce que c'est celui qui est le plus humain, quelque part, c'est je crois, le père qui parle à son fils, donc, et qu'on retrouve dans deux sketchs différents, qui sont d'une part le facteur, enfin, quand le fils annonce à son père qu'il veut être facteur, et quand ensuite le fils lui annonce qu'il veut devenir comédien. Donc ce personnage étant un boulanger qui ne rêve que d'une chose, c'est de voir son fils lui succéder. Je trouve que ce personnage est bien, il est rond, quoi. C'est-à-dire que tout y est. Il y a à la fois de l'émotion, il y a à la fois des choses drôles, il y a des choses émouvantes, il y a vraiment une plénitude de quelque chose qui là me paraît intéressante et forte. Tu t'en fous? Mais dis donc, tu sais que la femme du facteur, toute la journée, elle se fait du mouron pendant que son mari, il pédale à fond de ballon, la tête dans le guidon, en chantant la Madelon. Hein? T'as pas de femme. Et pourquoi? Tu fais le tri. T'as raison, va. T'as raison. Et où tu vas, là? Tu t'en vas? Je te gonfle. Ben dis donc, c'est toujours pareil, on ne peut jamais rien te dire. Tronche d'ail.
Évidemment que facteur, c'est un beau métier, mais si je lui dis, qui sait qui va me la reprendre, la boulangerie, hein? Quand j'ai dit à mon père que je voulais partir à Paris pour faire l'acteur, il m'a dit, indépendamment, bon, du fait qu'il l'ait mal pris et qu'il n'ait pas compris, un peu cher, il m'a dit, ici, tu as mangé ton pain blanc. Et mon personnage le dit, quand le boulanger dit à son fils, mais tu as mangé ton pain blanc, là-haut, tu verras, personne ne t'attend, etc., etc. J'ai entendu mon père me dire, tu as mangé ton pain blanc quand je suis parti de chez moi à 18 ans. J'ai entendu cette phrase. Il y a à chaque phrase certainement une grosse partie de mon histoire personnelle, oui, bien sûr. Oui, sans aucun doute. C'est aussi un clin d'œil à mon père. C'est aussi une façon de lui dire, bah, j'ai bien compris que tu étais triste et pas content, et tu avais raison. Mais sois tranquille. Là où tu es, là-haut, tu vois, j'ai encore de quoi me payer une baguette. Que ce que vont devenir les enfants, c'est quand même quelque chose qui est commun à tous les parents du monde. Et je trouve que la façon dont il l'aborde, c'est quelque chose qui est intéressant et qui quelque part est émouvant. La dernière fois que mon père m'a vu sur scène, c'était ici, en 88. Il est mort quelques mois après. Et en sortant, là, j'étais avec Daniel Darieux dans Adorable Julia. Puis ma mère m'a raconté qu'en sortant, il disait aux gens, c'est mon fils qui est le jeune qui était sur scène. Parce que tu veux faire l'acteur à Paris. Tu t'en vas à Paris pour faire artiste dramatique. Oh. J'aime le cirque, oui, j'aime les clowns, j'aime tout ce qu'il véhicule, qui est très fédérateur. Je veux dire qu'on soit jeune, moins jeune, quelles que soient les sensibilités philosophiques, politiques qu'on ait, je crois qu'il y a peu de gens qui n'aiment pas le clown. C'est l'enfance, le clown, c'est l'amour, c'est le travail, c'est un artifice positif. Ma banquière s'appelle Chiquita Glandos. Elle est suisse. 30 ans hors taxe. Double airbag, propulsion arrière. Le genre de nénette à planter un codévie, un plan épargne et une assurance vie à un RMiste. J'ai toujours écrit tout petit, j'écrivais des poèmes. Je dois avoir chez moi, enfin, je sais pas, j'ai un carton de textes en prose, en vers, en alexandrin. Ça, c'est une chose qui a toujours cohabité en moi. Et puis, j'ai écrit des pièces qui n'ont pas été jouées. J'ai écrit quelques scénarios, certains sont montés. Et puis mes sketchs, c'est venu, je travaillais avec quelqu'un au début, et puis en fait, bon, je pense que quand on est seul en scène et qu'on a choisi l'axe que j'ai pris, on a intérêt à avoir un outil qui est bien à sa main, à avoir un verbe qui nous soit propre. Donc ça m'a décidé à écrire des sketchs qui soient sur mesure. Je pense que c'est quelqu'un de passionné et que quand on fait ce métier-là, on ne peut pas le faire sans beaucoup de passion, parce que c'est vrai qu'il a fait un pari qui est, je dirais, à la fois évident pour lui, mais en même temps compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'essayent à ce genre de sport, si je peux m'exprimer ainsi, et qui n'y arrivent pas. Je pense que lui, du fait de son talent d'auteur, parce qu'il écrit ses sketchs, et il a donc cette façon de voir le monde, de voir les gens qu'il est capable de mettre sur le papier. Oh non, c'est pas si simple. Des bonnes idées, comme tout le monde, j'en ai 50 par jour. Mais des vraies bonnes idées, comme tout le monde, j'en ai très très peu. Donc pour la petite quinzaine de sketchs que je propose dans mon spectacle, il y a eu 30, 40, 50, voire 80 ou 100 pistes qui ont été suivies, qui ont été abandonnées, qui sont en chantier, qui donneront peut-être jour plus tard, dans quelques mois ou quelques années, à de nouveaux sketchs, mais non, c'est pas si simple. Ça va pas bien le melon. Tu viens me dire, à moi, ton papa, que tu veux faire le plus vieux métier du monde? Facteur.
Tu veux faire le facteur. Tu m'aurais dit, je sais pas moi, que tu veux faire pompier ou bien cafetier. Tiens, tiens, cafetier là. Ça m'aurait fait plaisir, moi. En plus, cafetier, j'aurais pu t'aider. Mais facteur, j'ai peur. Ça te fait rigoler. Je vais te raconter ce qui est arrivé à celui qu'on appelait le facteur Chance, parce qu'il avait hérité beaucoup de galettes d'un oncle boulanger. Un jour, le facteur Chance, qui s'est pointé pour porter un accusé de déception chez un abruti qui avait 3 pitbulls. Eh bien, ce jour-là, le facteur Chance, il n'a pas pu sonner 2 fois. Les clébards l'ont chopé par le calbar, ils en ont fait un steak tartare. Mais c'est vrai qu'au travers de certaines de mes fictions, il y a la vie, il y a l'histoire des hommes derrière, avec tout ce qu'elle a de simple, de beau, de compliqué et de paradoxal. Et partons de là, on peut facilement imaginer que les petites filles qui s'appellent Mégane ou Clio ont elles aussi eu des parents qui ont passé la commande dans la voiture. La théorie des prénoms, c'est suite à la multitude de prénoms réutilisés ou réinventés qui sont apparus là ces dernières années, qui sont d'ailleurs très, très sympathiques et très mimi. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. Le docteur Tsetse a voulu me donner l'enregistrement de la séance, mais j'ai refusé. Ah non, surtout pas, docteur, parce que si jamais ma femme apprend que je l'ai trompée il y a à peine 800 ans, hein, jalouse comme elle est, elle peut me tuer. C'est une petite boule, ma gonzesse. Ça fout les chocottes. Et moi, je voudrais bien vivre encore longtemps. Parce que, vous savez, docteur Tsetse, si partir, c'est mourir un peu. Mourir. Mais c'est quand même partir beaucoup. Hein. À partir du moment où instinctivement, il me semble que j'ai suffisamment d'éléments pour donner corps, âme et vie à ma fiction, oui, là, j'y vais à fond. Mais il se passe un laps de temps plus ou moins long entre l'idée ou les idées de départ qui vont, au fil du temps et du travail, devenir un boulanger, un facteur, un clown. Ce qui m'a plu dans son spectacle, d'abord c'est l'homme. Parce que je pense qu'on ne travaille bien qu'avec les gens avec lesquels on a quelques affinités. Je trouve que c'est quelqu'un de très humain, très humaniste, et que quelque part, son spectacle reflète bien ça. Et tous les personnages qui l'interprètent, parce que je crois que c'est ça qui fait la spécificité de son spectacle, c'est qu'il est d'abord un comédien. Mon metteur en scène, Jean-François Fonlupte, qui a recadré tout ça, qui a construit un ordre en fonction de différents paramètres. Il m'a convaincu que même n'ayant jamais appris ça dans aucune école, j'avais peut-être des capacités qui me permettaient, en tout cas, de le guider, de l'organiser. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. J'ai perdu 10 kilos. À force de volonté, je me suis pétri ce corps goulu et pulpeux, sculpté par l'amour et la nage. Ce corps galbé qui attise la convoitise et que j'offre ce soir en pâture à mon public. C'est de faire quelque chose qui démarre par je dirais, Bernard lui-même. C'est-à-dire que quand il arrive sur scène, il est lui-même. Et ensuite, dès le deuxième sketch, il va interpréter un certain nombre de personnages. Et ces différents personnages... Donc il n'est plus lui-même, il devient quelqu'un d'autre. Et il fallait après, pour équilibrer un peu ça, puisqu'il avait des sketchs qui étaient tournés autour de personnages qui sont des gens du Midi, et puis d'autres qui ne sont pas des gens du Midi. Donc il fallait trouver un espèce d'équilibre. Par exemple, le sketch de l'archéologue joue moins sur l'émotion et un peu plus sur je dirais, le comique. Ah, pardon. Oui, boy, c'est ça qu'on appelle un string. Ouais, je sais, ça fait rêver.
Ça vous fera des souvenirs. Bon, excusez-moi. Faut que je passe un petit coup de gros lot. L'archéologue, tout petit, j'avais eu, suite à une bande dessinée que j'avais lue, l'idée d'être archéologue. Comme on peut être pompier ou policier. Oui, c'était suite au Tombeau hindou. Je sais pas si vous... Non, il y avait un film qui s'appelait Le Tombeau hindou. Il y avait un archéologue comme ça qui allait dans le tombeau de Maharaja. Enfin, je me rappelle plus très bien de l'histoire. Et avec mes copains, avec ma bande, on rejouait au tombeau hindou dans les caves de la cité, de l'immeuble. Et je voulais être archéologue. Et alors, par le copain d'un copain de mon père, je m'étais retrouvé un été, pendant mes vacances, sur un chantier de fouilles à Saint-Paul-Trois-Châteaux, sur une villa gallo-romaine. Et je m'attendais à découvrir des mosaïques, des sarcophages. Et en fait, j'ai passé 2 mois à porter des seaux de sable. J'avais interdiction absolue d'approcher les carrés où les archéologues, avec leurs pinceaux, dégageaient minutieusement tout ça. Et ça m'a définitivement écœuré de l'archéologie pour le restant de mes jours. J'ai croisé des pirates bonnes pattes qui m'ont fait plus de fleurs que de mal. Et je n'oublierai jamais ce corsaire libertaire qui, au large de Saint-Malo, me confia son secret. Avec des traits lolo dans la voix, il m'a dit « Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, et qu'on fait ce qu'on fait, ben franchement, faut pas s'étonner de penser ce qu'on pense. » Il est certain que c'est un spectacle qui véhicule des émotions destinées à provoquer des sensations. Alors ces sensations, elles vont se manifester par du rire, par de la tendresse, par des larmes, je sais pas, non, je pense pas. Mais oui, je souhaite et je fais tout pour qu'il y ait beaucoup d'émotions. Bien plus tard, arrivé à l'âge où on a 3 poils au cul et qu'on se prend pour un ours, nous sommes tous passés par là. Pour gîter sur l'écume des jours, à l'écoute de la vie, j'ai bordé toutes mes voiles. Et de quart de nuit en quart de rouge, pour échapper au mal de terre, j'ai louvoyé dans beaucoup de rades avec des loulous de mer très dévoyés. Le mal de terre, lui, il est complètement autobiographique. Bah, tout est vrai, masqué par des images, des situations qui sont ce qu'elles sont pour ceux qui connaissent le spectacle. Mais ce dernier texte, là, oui, c'est ma vie, oui, bien sûr. Je pense qu'on est tous des artistes. Le fait de vivre, l'aventure de la vie, c'est une œuvre d'art. Le monsieur qui est mineur, qui est pêcheur, ou enfin toutes ces professions qui sont extrêmement difficiles. Il faut être artiste pour tenir, pour rentrer le soir, sourire avec ses enfants, les aimer, les emmener se promener le dimanche. La vie est une œuvre d'art permanente. Certains petits matins, au large du chaos et des coups de pipeau, après avoir fait la route du Rhum au bar de la Marine, et à parfois du vent dans les voiles du ratafia. Et dans ces eaux-là, je rêve que je vais m'échouer sur une île d'amour, à l'abri des coups de zinzin de l'animal humain. Et les pieds dans l'eau, la truffe dans les étoiles, à l'heure où les cigales font le dodo, où les crapauds font... Je me prierai le ciel pour tous ceux que j'aime. Et je n'oublierai pas de dire tout haut ce que certains pleurent tout bas. Et à ce moment-là, c'est promis, c'est écrit. Je penserai à vous. Bonsoir.